Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement, passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir. J'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Quand un bébé naît trop tôt, tout devient fragile. Sa respiration, son poids, son développement. Mais il existe une chose très simple et pourtant essentielle pour ces bébés, le lait maternel. Et parfois, cela vient d'une autre mère. Bonjour et bienvenue dans Histoire de lait. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu particulier, enregistré dans le cadre du Podcaston, un événement qui mobilise les podcasts pour mettre en lumière des associations. Pour cet épisode, j'ai choisi de soutenir SOS Préma, qui accompagne les familles confrontées à la prématurité. Quand un bébé naît trop tôt, chaque détail compte dans sa prise en charge. Et parmi ces éléments essentiels, il y en a un dont on parle encore trop peu, le lait maternel. Pour les bébés prématurés, l'allaitement, et lorsque c'est nécessaire, le don de lait maternel, joue un rôle fondamental dans leur développement et leur santé. Pour en parler, j'ai échangé avec Marie-Pierre, infirmière en néonatologie et conseillère en lactation. Je te laisse découvrir notre conversation. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Merci Anaïs. d'avoir répondu présente pour mon épisode spécial lié au podcaston qui va concerner petits bébés prématurés parce que j'ai décidé de soutenir la cause de SOS Préma. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel était ton métier parce que je sais que c'est bientôt terminé. Bonjour, je suis Marie-Pierre Mazuet, infirmière puéricultrice en service de néonatologie depuis bien 25 ans, en fin de carrière. Et de plus, je suis spécialisée en lactation humaine. J'ai un diplôme interuniversitaire de lactation humaine et allaitement maternel. Et un diplôme interuniversitaire de troubles de l'oralité alimentaire. Ça fait beaucoup de casquettes tout ça. Ça fait beaucoup de casquettes, mais tout est utile dans la prise en charge de l'enfant avec sa maman. Ce qui a dû grandement te faciliter la tâche. Oui, ça m'a apporté plein d'aides que j'ai pu retransmettre aux mamans pour pouvoir favoriser l'allaitement maternel. Et donc du coup, dans ton quotidien d'infirmière en néonatologie, quelle place occupe l'alimentation des bébés prématurés? Alors moi, j'ai un poste un peu particulier dans le sens où je ne m'occupe que de l'allaitement maternel. Donc je rends visite aux bébés prématurés et à leurs parents pour faire le point sur l'alimentation, spécifiquement sur l'allaitement maternel et sur l'alimentation au lait artificiel quand l'enfant a des soucis d'oralité. Oui, parce que quand on pense aux bébés prématurés, je pense dans la tête des auditeurs, on pense aux machines, aux soins médicaux, à l'angoisse des parents. Oui. Mais on se représente, je pense, plus difficilement l'alimentation finalement. Oui. On pense que peut-être c'est exclusivement les machines qui prennent le relais, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Tout dépend du terme de prématurité de l'enfant. Quoi qu'il en soit, même si les mises au sein sont pas possibles, l'enfant peut être nourri par une sonde et avec la prématurité, ce qui est très important, c'est de permettre aux parents de faire du pot à pot. Oui, pour continuer de la maturation du bébé et pour créer un lien? Pour, voilà, tout à fait, pour permettre à l'enfant d'être assuré par l'odeur de ses parents, d'entendre le cœur battre quand il est posé contre le thorax de ses parents et de sentir leur odeur, et ça permet aussi de stimuler la lactation de la maman si elle souhaite allaiter. C'est très important. Oui, très. Je dirais même que c'est le premier soin à mettre en place à partir du moment où l'enfant prématuré est stable.
Oui, quand on peut le manipuler. Oui. Peut-être parfois, c'est peut-être trop tôt. Ça peut être difficile, au démarrage, mais les grands centres qui prennent en charge des enfants de prématurité extrême, mettent en premier plan le pot à pot, dès que l'enfant est stabilisé. D'accord. Alors déjà, pour nos auditeurs, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler exactement qu'est-ce qu'on entend par bébé prématuré? Alors l'enfant prématuré, c'est un enfant qui est né avant 37 semaines et dans cette prématurité, il est divisé en 3 parties. Il y a l'extrême prématurité qui est de 22 semaines à 26, pratiquement 27 semaines. La grande prématurité de 27 à 32 semaines et prématurité modérée de 32 à 35 semaines. Et ils ont rajouté une 4e, séquence avec la prématurité tardive de 35 à 37 semaines. Tout ça parce que l'alimentation de l'enfant dépend de sa maturité neurologique. Un bébé né à 35-37 semaines, on va pouvoir faire des mises au sein même s'il pourra pas se nourrir, enfin pas tous, certains peuvent, mais pas tous se nourrir exclusivement, en tétant au sein. Plus l'enfant est prématuré, plus les mises au sein sont difficiles. Il faut vraiment laisser le temps à l'enfant de maturer pour pouvoir, grandir et rattraper, sa prématurité. Oui, c'est une question aussi de formation, je pense aux muscles, Oui, tout ça quoi, toute mat la bah, machine quoi. oui. Alors, les muscles sont, entraînés depuis les 12 semaines d'aménorrhée où l'enfant, apprend à téter et déglutir le liquide amniotique, dans le ventre de sa maman. Mais la maturation est complète, après la naissance de l'enfant. D'accord. Donc finalement, ça s'apprend très tôt de manger. Oui, ça demande un grand entraînement, mais si l'enfant naît prématuré, obligatoirement, il n'aura pas pu s'entraîner aussi longtemps, une fois né et donc il faut trouver des solutions pour lui permettre de continuer de maturer cette succion. Oui, qu'il puisse reproduire ce qu'il aurait dû faire dans le ventre C'est ça, et le faire en dehors. oui. Quels sont les principaux défis pour ces bébés dans les premiers jours ou les premières semaines de vie? Bah, tout dépend du terme de prématurité. Si l'enfant naît entre 35 et 37 semaines, on peut proposer des mises au sein et il arrivera à téter plus ou moins complètement sa tétée. Si l'enfant naît plus tôt, et ben, c'est comme dans le ventre, il va devoir s'entraîner pour pouvoir apprendre à téter de façon efficace et aussi à avancer dans l'endurance. Pourquoi leur alimentation à ces tout petits bébés est-elle un enjeu aussi important dans leur prise en charge? Alors, avec l'enfant né prématuré, le lait maternel, va s'adapter à la prématurité. C'est-à-dire que plus l'enfant sera prématuré, plus le lait maternel sera riche en protéines, ce qui n'est pas le cas du lait artificiel. Oui, qui a toujours la même composition, Tout à fait. de 0 Mmh. à Et même s'il existe du lait artificiel spécial prématuré, il n'est pas adapté de façon aussi, parfaite que le lait maternel. oui, on en revient toujours à la base, du lait humain pour un humain. Oui, tout à fait. Pourquoi le lait maternel, ce fameux lait humain, est-il particulièrement précieux pour les bébés prématurés? Alors, premièrement parce qu'il est beaucoup plus facile à digérer, de plus parce qu'il contient tous les nutriments dont l'enfant a besoin et puis, bah, il est composé d'anticorps qui permettent à l'enfant d'avoir plus de ressources pour, combattre, les bactéries les plus classiques. Oui, les agents extérieurs, mais il est plus protégé dans le ventre de maman, donc il faut le protéger, D'une autre façon. d'une autre façon. Mmh.
C'est toutes ces choses qui passent par le placenta d'ordinaire, finalement, que la maman, elle transmet en étant enceinte. Là, il faut pouvoir y parer Voilà, en dehors de par le l'utérus. lait maternel. Est-ce que tu observes une différence chez les bébés qui reçoivent du lait maternel que ceux qui reçoivent du lait artificiel? Bah, déjà dans la digestion, oui, ils ont beaucoup moins de risques de rectocolite, hémorragique qui est un des principaux risques, liés à la prématurité et la digestion est plus facile, donc moins de risques de régurgitation et en général, le lien d'attachement est plus fort aussi, mais ça c'est, parce que les parents et l'enfant font du pot à pot. C'est pas obligatoirement spécifique, au lait maternel en lui-même. C'est par, tous les contacts qu'il peut avoir durant les périodes de mise au sein ou les périodes de peau à peau si c'est avec le papa. Oui, ce qui développe les liens affectifs, quoi. Oui. Et l'avantage du lait maternel aussi, c'est que, il change de goût et d'odeur en fonction de ce que maman, elle mange. Donc, bah, l'enfant reconnaîtra plus facilement, le lait de sa maman, du lait des autres mamans. Du coup, ça lui travaille déjà sa diversification, s'il a déjà des La diversification chez l'enfant, quel qu'il soit, elle débute avec le lait maternel dès le premier jour. Dans ce contexte de prématurité, l'allaitement direct, il n'est pas toujours possible au début. Je pense surtout aux extrêmes prématurés. C'est peut-être très, 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 très fatigant pour eux de les mises au sein. Ils savent peut-être pas encore faire. Comment ça se passe concrètement les débuts d'un grand prémat, par exemple? Alors l'enfant prématuré peut, dès qu'il est stabilisé sur le plan, respiratoire, peut, recevoir quelques gouttes de lait maternel, donc directement, mis dans la bouche, par sa maman, une fois que la lactation est installée ou, en goutte à goutte donné par le soignant si la maman n'est pas toujours présente. Et ça, par contre, on peut le faire, dès que l'enfant est stabilisé sur le plan cardio-respiratoire. Est-ce que tu as une anecdote marquante d'un bébé né prématurément, forcément, c'est notre sujet, qui te semblait, par exemple, en grande difficulté, que t'étais pas très optimiste, on va dire, et le fait qu'il soit contre sa maman, qu'il t'aide sa maman, heu, a changé les choses? Oui, j'ai souvenir d'une petite demoiselle, c'était une deuxième enfant qui était née prématurée à, si ma mémoire est bonne, à 32 semaines et la maman faisait énormément de peau à peau et en fait, dès 34 semaines, elle a commencé à avoir, 1 ou 2 tétées complètes dans sa journée et à 35 semaines, elle était autonome, sur 24 heures, grâce au peau à peau et à la présence, maternelle 24 heures sur 24. Oui, ça tu vu tout de suite Ah oui, l'évolution. oui, oui, l'enfant avait envie d'évoluer sur le plan alimentaire, c'était impressionnant. Et justement, comment est-ce que tu accompagnes les mamans pour démarrer leur lactation? Parce que dans un schéma classique, on dit: «Il faut mettre bébé, au sein plus, faut pas regarder sa montre, faut pas ceci, faut pas cela». Je suppose que dans un contexte de prématurité, heu, ça peut être différent. Ben oui, malheureusement, face à la prématurité, l'enfant, même s'il est plein de compétences, il aura pas les facultés pour pouvoir stimuler la lactation correctement pour que l'allaitement se mette en route. Donc on est obligé de proposer à la maman d'utiliser un tire-lait ou de faire de l'expression manuelle comme elle le préfère, tout de faire du pot à pot le plus possible. Du coup, ça veut dire qu'elle remplace toutes les potentiels tétés qu'on aurait fait par un tirage, par du tirage? Oui, et pour que la lactation se mette, bien en route, il est préférable qu'il y ait au moins, 6 tétées par jour, enfin par 24 heures, dont une nocturne pour bien, stimuler les hormones, de l'allaitement. C'est un vrai marathon. Elles sont très courageuses, ces mamans-là. Oui. Est-ce que parfois c'est difficile pour elles?
Alors ça peut être difficile pour elle parce que, bah, il faut aussi qu'elle, digère, la naissance prématurée de leur bébé. Donc psychologiquement, ça peut être, culpabilisant. Comme toute bonne mère, et ben, elles se sentent responsables de cette naissance, précoce, qui fait qu'elles n'ont pas obligatoirement un sommeil toujours très réparateur. De plus, ce qu'on leur demande, c'est d'être, disponibles et présentes pour leur bébé le plus tôt possible et aussi longtemps qu'elles le peuvent pour pouvoir être en accordage avec leur bébé et mettre en route la lactation. Donc oui, si c'est un premier enfant, elles ont plus de disponibilité, mais quand c'est un deuxième, troisième ou plus, ben, il y a aussi les autres enfants à gérer et ça peut être difficile pour elles de prioriser l'enfant né prématuré et hospitalisé par rapport aux autres enfants. Elles ont un séjour, plus long, ces mamans-là, de maternité ou est-ce qu'elles peuvent être amenées à sortir, rapidement quand même? Elles ont possibilité d'avoir un séjour plus long ou de partir plus tôt, alors, rarement avant le deuxième, troisième jour, mais en tout cas, on essaye les sages-femmes de la maternité essayent de s'adapter en fonction des besoins de chaque famille. Oui, parce que je me dis ça s'il faut, stimuler, faire du poids-pot, mais qu'en même temps, bah, on te dit, «Madame, votre séjour, c'est terminé, faut sortir», enfin, suivant si on habite à côté ou pas, de l'établissement, c'est enfin, logistiquement et psychologiquement, ça doit être, super dur pour ces mamans-là. Oui, alors, on a quand même possibilité en néonat de proposer aux mamans qui habitent loin de venir en chambre parents-enfants. En néonat à Châlons, il y a 2 chambres, parents-enfants, mais il y a aussi un petit service d'unité kangourou ou qui est accolé au service de la maternité, qui est destiné aux bébés prématurés, mais de 34 semaines, pas en dessous. Parce qu'en général, Oui. en dessous, on a quand même besoin souvent d'aide respiratoire qu'on peut pas, mettre en place, dans les chambres, pour raison de surveillance et de place. Donc j'imagine pour il y a des mamans, voilà, qui peuvent allaiter, qui en avaient envie. Je pense qu'il y a des mamans aussi qui accouchent d'enfants prématurés et qui s'étaient pas du tout projetées dans l'allaitement maternel. Font la bascule pour certaines, de se dire: «Bon allez, je vais aller tirer mon lait, tout ça, je vais tout faire pour mon bébé». Pour certaines, il peut encore, pour X raisons, rester des barrières qu'elles arrivent pas à dépasser et dans ce cas-là, c'est là que rentrent en jeu les lactariums. Alors, oui, il y a des mamans qui vont faire le choix d'allaiter parce que l'enfant est né prématuré, qu'ils l'auraient pas fait si bébé était né à terme. Très souvent, ces mamans, elles, allaitent le temps de l'hospitalisation et une fois rentrées à la maison, elles ont envie de passer à autre chose. Pour celles qui font le choix de ne pas allaiter malgré la prématurité, on a possibilité de faire appel au lactarium, il y en a sur toute la France. Comme ça, le lactarium va nous délivrer du lait humain pour les enfants nés prématurément qu'on ne peut pas nourrir au lait artificiel parce que la prématurité est trop précoce. Ouais, donc ça concerne plus les grands prémas, quoi. Les Ça va concerner prioritairement les enfants de moins de 32 semaines et même entre 32 et 34 semaines. Des fois, ça peut quand on voit que sur le plan digestif, c'est compliqué, on peut être amené à proposer du lait humain, aux enfants de moins de 34. Alors pour les auditeurs qui seraient, tombés par hasard sur ce podcast, peux-tu nous expliquer ce qu'est un lactarium? Alors, le lactarium, c'est un lieu qui permet de recueillir, le lait maternel de mamans qui donnent leur lait dans toute la région. Pour nous, on est en lien avec le lactarium de Dijon. Ils vont donc recueillir le lait maternel que les mamans auront tiré, avec un protocole, d'hygiène, pour pouvoir être le plus propre possible. À réception, le lactarium va tester le lait pour voir s'il est Tu as pas de S maladie, quoi? voilà, s'il est pas contaminé par certaines bactéries, et ensuite ils le pasteuriseront, à plus de 62 degrés pendant 30 minutes
pour pouvoir éliminer toute bactérie qui n'est pas très nombreuse et qui pourrait contaminer l'enfant né prématurément. Oui, qui serait dangereux pour lui Oui. parce qu'il est tout petit Ouais, en et sachant fragile. qu'il y a des lactariums qui existent dans d'autres pays où ils ne pasteurisent pas. Mais voilà, après nous, en Principe France, de précaution. voilà, en France, on utilise le principe de précaution et on pasteurise pour limiter les risques de contamination. Bon, tu nous l'as déjà dit un peu en amont, mais pourquoi le don de lait est-il si précieux pour les bébés prématurés? Eh ben, parce que justement, pour permettre de nourrir les enfants nés extrêmes prématurés ou grands prématurés avec du lait humain, lorsque les mamans ne veulent pas ou ne peuvent pas donner leur lait maternel. Est-ce qu'il en manque parfois de ces dons? Alors, il y a des périodes où c'est à flux tendu. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai pas un souvenir de manque depuis au moins 2-3 ans. Qui peut donner son lait? Tout le monde peut donner son lait? Alors non, c'est comme le don du sang, questionnaire qui est destiné aux mamans qui souhaitent donner leur lait. On tiendra compte aussi des médicaments qu'elles ont et puis de leur façon de vivre aussi. Si elles sont fumeuses ou pas, voilà. si par exemple des Tout à choses comme fait. ça? Et parce que ça peut altérer le lait? Oui, oui, les lactariums partent du principe qu'ils veulent donner du lait de qualité, donc ils préfèrent ne Ils pas sélectionnent. donner de lait de maman fumeuse. Oui, ce qui peut s'entendre. Oui. Quel message aimerais-tu transmettre aux mamans qui vivent une naissance prématurée? Que c'est un parcours difficile, mais que leur bébé va leur apporter plein d'espoir et que c'est une période aussi où elles sont capables d'avoir des ressources qu'elles auraient jamais imaginées en dehors de cette Des vraies guerrières. voilà, des vraies guerrières comme leurs petits. Comme leurs petits. Ouais. Leur apprennent la résilience, Tout à fait. finalement. Et à prendre le temps, encore plus, parce qu'on nous dit quand on devient maman, voilà, on est en congé mat, tout ça, on est dans notre bulle avec notre bébé. C'est pas ces machines et ce contexte qui enlèvent ça. Elles sont quand même dans leur bulle avec leur bébé et leur bébé, il leur apporte la résilience. Oui, elles ont toute leur place vers leur bébé et nous, les soignantes, on pourra jamais remplacer les parents, hein, maman et papa, enfin maman et coparents. L'enfant, il a qu'une maman, c'est celle qui l'a porté et c'est la seule personne qu'il reconnaîtra avec le coparent. Et à celles qui allaitent et pourraient envisager de donner leur lait, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Que c'est un moyen de se comment dire les choses? Si elles peuvent se permettre si elles ont le temps et qu'elles peuvent se permettre de tirer leur lait pour donner aux enfants malades ou prématurés, c'est une façon d'aider son prochain et c'est aussi valorisant pour la maman qui Qui a un super pouvoir? voilà et qui Elles ont un super pouvoir en elles. et elles peuvent le transmettre. Si les gens devaient retenir une seule chose sur le lait maternel et les bébés prématurés, ce serait quoi? Elle est bonne celle-là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le lait humain, il est destiné aux bébés humains et aucune autre poudre artificielle ne pourra le remplacer. Merci Marie-Pierre d'avoir accepté de venir m'aider à soutenir la cause de SOS Préma. De rien, c'est avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, pour les bébés prématurés, le lait maternel est bien plus qu'une alimentation. C'est un véritable soutien pour leur développement et leur santé. Et lorsque le lait de la mère n'est pas disponible, le don de lait devient une ressource précieuse pour ces tout-petits. Je remercie chaleureusement Marie-Pierre d'avoir accepté de répondre à mes questions pour soutenir la cause de SOS Préma. Si cet épisode t'a touché ou si tu as appris quelque chose, tu peux soutenir leurs actions sur leur site SOS Préma. Tu peux partager cet épisode, en parler autour de toi ou tout simplement te renseigner sur le don de lait maternel. Chaque geste peut faire une différence pour les bébés prématurés et leurs familles.
Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram sur le compte Anaïs Allaitement 71, un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.